Le développement dans le cerveau du bébé. Les années d'enfance sont la période où le cerveau se développe le plus vite, car c'est à cette période que va se développer l'aptitude à lire et à écrire qui font partie des plus grands bienfaits qu'Allah a donnés aux gens, et cela va commencer à être utilisé. À cette période, le cerveau voudra enregistrer tout ce qui est perçu via les organes sensoriels. Pour cette raison, dans le cerveau de l'enfant, proportionnellement à celui de l'adulte, il y a 2 fois plus de réseaux de neurones. L'apprentissage se réalise avec la reconnaissance mutuelle des réseaux de neurones. Proportionnellement à la reconnaissance mutuelle des réseaux, l'enfant présentera un développement régulier. Par exemple, d'abord il rampera, puis il marchera et ensuite il commencera à parler. À cette période, l'enfant gagnera une série d'aptitudes sociales et mentales, comme se faire des amis, concentrer son attention sur un point et se rappeler des événements. Seulement, dans ces années, aucun processus d'apprentissage n'est aussi complexe et miraculeux que le parler. Comment l'enfant commence-t-il à parler? Est-il possible que cette fonction, sous l'administration du cerveau, ait pu apparaître suite à une série de hasards? Toutes les découvertes montrent que la réponse est non. Le cerveau est l'œuvre d'une création parfaite. Dans un verset, Allah nous rappelle ainsi cette création supérieure. Je cherche la protection d'Allah contre le diable banni. Et Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères, dénués de tout savoir, et vous a donné l'ouïe, les yeux et les cœurs, l'intelligence, afin que vous soyez reconnaissants. Dans l'hémisphère gauche du cerveau, l'aptitude à parler est contrôlée par les neurones. Le mécanisme qui rend possible le parler est en fait présent dans le cerveau dès le moment de la naissance. Seulement, le bébé commencera à parler suite à un processus de développement déterminé. Car tout comme dans l'exemple du réseau informatique, pour pouvoir parler, le cerveau doit enregistrer et accumuler les données en quantité et qualité nécessaires. Entre la mémoire et l'aptitude à parler, il y a un lien indissociable. Sans la mémoire, il est impossible que nous parlions. Quant à la mémorisation des informations par le cerveau, cela se réalise par 2 différents processus, les mémorisations à court terme et à long terme. Chez l'enfant, la mémorisation à long terme commence à se développer à peu près à 2 ans. Comme le développement de l'aptitude à parler est directement lié au développement de la mémorisation à long terme, l'enfant commence à parler dans toute la signification du mot à 2 ans. Contrairement à une conviction répandue, le cerveau n'enregistre pas toute chose entre ses plis. Il ne garde pas cela jusqu'à la fin de la vie pour pouvoir l'utiliser après. Un grand nombre d'informations auxquelles un sens n'a pu être donné, qui ne sont pas utilisées ou bien qui ne sont pas réitérées, sont effacées après être mises en attente pour une courte période dans la mémoire. Toutes les informations qui viennent des sens sont rassemblées dans l'hippocampe du cerveau. Si par les vérifications précédentes, un sens n'a pu être attribué à une donnée, elle sera effacée après être restée un temps très court dans cette région. Par exemple, nous entendons les conversations dans une langue étrangère. Seulement, nous ne pouvons pas lui donner de sens. Comme cette conversation est une information inutile pour nous, elle ne restera pas longtemps dans notre mémoire. Quant à certaines informations, elles sont nécessaires pour une période passagère et elles seront gardées en mémoire tant qu'elles seront utilisées. Cette durée peut être parfois 1 minute, 1 heure, 1 jour ou bien 3 ans. Par exemple, une formule mathématique mémorisée juste pour un examen
ou bien le code d'entrée d'un ordinateur sont des informations de ce genre. Toutes les informations de ce genre sont gardées à court terme dans la mémoire et au moment où elles seront inutiles, elles seront effacées. La mémoire à long terme contient les informations envoyées de l'hippocampe à la couche de cortex. Chaque nouvel enregistrement fait dans la couche de cortex mettra en jeu les millions de neurones qui enveloppent entièrement le cortex. Par ce moyen, l'hippocampe contrôle la conformité entre les nouvelles informations et les anciennes. La nouvelle information sera enregistrée dans les couches plus basses du tissu proportionnellement à sa conformité avec les expériences passées. Les opérations d'enregistrement ne se font pas en un seul bloc. Le cerveau divise d'abord en fragments de base l'image ou l'information qu'il va prendre en mémoire. Chaque fragment va être stocké dans la partie concernée du cortex. Par exemple, une pomme. La forme de la pomme, sa couleur, son goût et son odeur sont fichés dans différentes parties du cerveau. En cas de besoin, ou bien quand un seul détail en rapport avec la pomme est rencontré, la notion de pomme et tous les détails contenus dans cette notion sont rappelés de la mémoire. Nous appelons cela se souvenir. En général, cette opération de rappel se réalise dans un temps si court que nous ne nous apercevons même pas que nous sommes en train de nous rappeler d'une chose quelconque. Et parfois, par exemple, en rappelant le nom d'un film que nous avons gardé il y a 10 ans, on pensera à ce nom toute la journée et parfois nous nous en souviendrons des heures après. Aujourd'hui, nous pouvons visualiser le cerveau en cours de fonctionnement à l'aide d'appareils d'imagerie développés. Et encore, par ce moyen, nous savons quelles régions du cortex accomplissent quelle fonction. Par exemple, cette partie, elle analyse les signaux venant de l'œil. Et cette partie vérifie les données des signaux du sens du toucher. Cette région juste à côté dirige les mouvements des muscles. Quant au parler, ceci se vérifie seulement dans ces deux points qui se trouvent dans la partie gauche du cerveau. Dans ces 10 dernières années, seules les activités de cette zone restreinte de la couche du cortex ont pu être analysées. Quant à cette grande zone restante, elle abrite encore de nombreux secrets. Un autre fait complexe de la période de l'enfance est le processus de développement de l'aptitude à lire. Pour que le fait de lire puisse se réaliser, de nombreuses régions du cerveau, différentes les unes des autres, doivent fonctionner en même temps et en harmonie. Dans la première phase du processus de la lecture, l'œil et la fonction visuelle sont en jeu. Rien que pour pouvoir voir, nous bénéficions de l'utilisation de 30 différents points de notre cerveau. Ces régions interprètent la couleur, le mouvement, la forme, la distance et la profondeur. Lorsque nous lisons, nous profitons de tous ces sous-systèmes. Nous percevons des lettres une à une et nous interprétons les groupes de lettres sous forme de mots. Et avec le rassemblement de tous les mots, nous comprenons la phrase. Le cerveau alignera ce qui a été lu, formera un thème et fera une nouvelle composition en utilisant ce qu'il trouve conforme dans la mémoire parmi les millions d'enregistrements précédents, visuels ou non visuels. Tous ces systèmes sont en dehors de notre conscience et deviennent actifs au même moment, et au cas où seulement un de ces systèmes subirait une défaillance, il sera impossible pour l'être humain de percevoir ne serait-ce que même une seule lettre. Bref, le fait qu'un être humain puisse lire même un seul mot est possible grâce au système magnifique qu'Allah lui a accordé. La personne qui sait cette vérité doit lire toute chose avec la conscience qu'Allah lui a enseignée dans le Coran. Je cherche la protection d'Allah contre le diable banni. Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence, lis, ton Seigneur est le très noble. La période de jeunesse est comprise entre 12 et 20 ans. Le cerveau a désormais complété son développement physique et son poids est d'environ 1400 grammes. Cette structure du cerveau mature, nous pouvons l'examiner en 3 parties, les hémisphères droit et gauche, le tronc cérébral et le cortex.
Le tronc cérébral est le pont liant le système nerveux périphérique et le cerveau. Le tronc, à l'intérieur de lui-même, se compose de plusieurs parties. Quant à ces petites parties qui forment le tronc, elles sont responsables de fonctions prodigieuses. Le cervelet, situé ici, est responsable de l'équilibre et des mouvements des muscles. Grâce au cervelet, nous pouvons tenir debout en équilibre sur nos deux pieds et marcher. Un organe qui revêt une importance aussi vitale couvre un petit endroit qui représente seulement 10% de notre cerveau. Il contrôle la moelle épinière, les battements du cœur et le système respiratoire. Ce petit morceau du cerveau, qui ne sait même pas où se trouve le cœur, ni comment il est, détermine avec quelle fréquence doit battre le cœur. Il permet la communication et la coordination entre le thalamus, le tronc cérébral et les hémisphères du cerveau. Quant à l'hypothalamus, il est responsable des fonctions physiologiques de base, comme le contrôle de la température du corps, la pression sanguine, la douleur, la faim et la soif. Eh bien, ce qui fait toutes ces opérations, c'est un petit morceau de chair de seulement 4 grammes qui contient des milliards de nerfs. Très bien, mais comment se fait-il que tous ces petits organes qui assurent l'équilibre du corps et son fonctionnement réalisent toutes les fonctions avec des synchronisations parfaites et justes? La réponse à toutes ces questions est uniquement cachée dans le savoir d'Allah, celui qui crée tout et donne une forme parfaite. L'hémisphère gauche du cerveau contrôle le côté droit du corps, quant à l'hémisphère droit, il contrôle le côté gauche. Tout en étant une image miroir l'un de l'autre, les hémisphères ont des différences fonctionnelles importantes. Par exemple, les régions qui contrôlent le parler sont dans l'hémisphère gauche. Les régions qui contrôlent la perception de l'espace se trouvent dans l'hémisphère droit. Les parties internes des hémisphères sont responsables de fonctions différentes très nombreuses. L'apprentissage, la mémoire, la préservation de l'équilibre du corps, le contrôle des systèmes hormonaux dans le corps et les réactions émotionnelles ne sont que quelques-unes de ces fonctions. Le système nerveux central est le point de contrôle du plus haut niveau. Quand on parle de cerveau, la première chose qui nous vient à l'esprit est la structure amplie. Cette structure, à l'apparence d'un papier froissé, est le cortex. Le cortex a une épaisseur de 1 mm et il est composé de cellules grises. Lorsque cette couche du cerveau est étendue sur une surface plane, elle couvre une aire de 1,5 m². L'être humain, grâce à cette couche de 1 mm d'épaisseur dans le cerveau, lit, écrit, pense et fait des plans. Un point important concernant le cortex, il est propre à l'être humain. Il n'y a pas une telle couche chez les chimpanzés et les autres singes. Les darwinistes prétendaient en effet que ces derniers étaient soi-disant des proches parents de l'être humain. Toutes ces couches dans le cerveau sont dans une perfection qu'aucun scientifique ne peut concevoir et possèdent des structures d'une complexité qui ne peuvent se former suite à des hasards. Chacun des détails du cerveau fut conçu et créé spécialement. Toute personne douée de raison comprendra qu'un système si parfait est l'œuvre d'une création consciente. Ceci est la création sans pareille d'Allah le Tout-Puissant, le Seigneur des cieux, de la terre et de toutes choses qui se trouvent entre eux.